Aujourd'hui, nous couvrons un événement majeur et choquant. Charlie Kirk a été assassiné alors qu'il s'exprimait lors d'une conférence universitaire dans l'Utah. Ce n'est pas simplement une tragédie isolée de plus. C'est le symptôme d'un système politique profondément violent et en déclin aux États-Unis. Charlie Kirk a été touché à la gorge lors d'un événement de Turning Point USA dans l'Utah. Il est décédé plus tard, au cours d'une opération chirurgicale le 10 septembre, marquant l'un des assassinats politiques les plus médiatisés de l'histoire récente des États-Unis. L'agresseur n'a pas été arrêté et 2 suspects ont déjà été relâchés. Beaucoup ont exprimé leur perplexité sur les réseaux sociaux quant à la gestion de la situation par le FBI. L'événement au cours duquel Kirk a été assassiné visait à promouvoir sa tournée Prove Me Wrong, un espace public et provocateur pour des débats sur les questions de guerre culturelle. Quelle que soit votre opinion sur Kirk, il s'agit d'un acte de violence politique qui exige une analyse approfondie. Nous vivons dans un pays qui engendre la violence, non seulement à l'étranger, mais aussi chez nous. La société américaine elle-même est militarisée, aliénée et polarisée à un point explosif, avec une inégalité croissante et une rupture de la cohésion sociale. Les forces de police et les agences de renseignement sont hors de contrôle. Les médias d'entreprise font semblant de croire que cet événement sort de nulle part, mais des décennies de guerre bipartite, d'inégalité et de censure ont créé un environnement politique instable. Tout comme les fusillades de masse, qui se produisent presque chaque jour aux États-Unis, il ne s'agit pas de loups solitaires. C'est un système qui pourrit de l'intérieur. Kirk était une figure clivante, et chacun a le droit d'avoir son opinion sur lui. Mais cela ne justifie pas l'assassinat politique. Et nous devons être très attentifs à cela. Maintenant, regardez comment les médias d'entreprise vont gérer cette affaire. Ils vont faire exactement ce qu'ils ont fait dans d'autres cas. Ils vont utiliser cet événement pour promouvoir la censure plutôt que de s'attaquer aux causes profondes, à la manière du Russiagate. On va nous pousser à nous battre sur le terrain de l'émotion. On voit déjà des gens de la droite pro-Kirk, liés aux grandes entreprises, utiliser cela pour intensifier les appels à des mesures autoritaires contre leurs opposants. Au final, aucune des factions élitistes qui débattent de ce sujet n'évoquera les causes profondes de l'instabilité politique et des conflits. La violence américaine ne reste pas seulement à l'étranger, elle revient comme un boomerang. La violence des États-Unis à l'étranger revient chez eux. Les États-Unis, et nous parlons du 11 septembre, ont tué des millions de personnes depuis cette date à travers le monde. Irak, Afghanistan, Libye, Syrie, Yémen, Ukraine. La liste est longue. La Palestine. Kirk était un ardent défenseur d'Israël, qui tue régulièrement des journalistes et a commis un génocide contre le peuple palestinien, non seulement avec le soutien des États-Unis, mais aussi grâce à leur facilitation. J'ai vu beaucoup de gens dire que le fait que Kirk remette en question l'affaire Epstein, la manière dont les dossiers ont été traités, et ses critiques modérées d'Israël ces derniers temps, allant même jusqu'à se plaindre chez Megyn Kelly du harcèlement de la part de partisans fanatiques d'Israël, appuie la possibilité qu'Israël ait été impliqué dans son assassinat. Bien sûr, il faut se poser des questions. Nous devrions toujours remettre en question le rôle de l'État américano-israélien. Oui, j'ai bien dit ces 2 mots comme un seul. Dans tout événement aussi important que ce qui vient de se passer. Mais il nous faut plus de preuves pour étayer ce point. Ce que nous savons, en revanche, c'est que les jeunes de ce pays ont grandi dans un pays qui célèbre la mort et la conquête, les assassinats, les meurtres, et qui banalise tout cela. L'industrie de l'armement a inondé les États-Unis d'armes à feu. Les fusillades dans les écoles sont devenues routinières. Désormais, les assassinats politiques aussi.
car nous vivons dans une société qui considère la vie comme jetable. Par conséquent, il existe un immense marché. Kirk a promu des positions pro-israéliennes, anti-chinoises et d'autres vues néoconservatrices en politique étrangère. Mais ironiquement, il est aujourd'hui victime du chaos, même que les États-Unis propagent dans le monde entier, des deux côtés du spectre politique. Je veux dire ceci parce qu'il est nécessaire de le dire. Je suis en désaccord avec Charlie Kirk sur presque tout, mais je ne vais pas non plus rester ici à faire semblant qu'il est efficace ou utile de se réjouir de sa disparition. Kirk était un réactionnaire. Il a diffusé de fausses narrations, en particulier sur ce qui est au centre de cette chaîne, la politique étrangère. Et ses opinions sur les affaires intérieures ne me convenaient pas non plus, que ce soit en ce qui concerne la question raciale aux États-Unis ou tout autre sujet. Si nous acceptons et tolérons ce type de violence politique, nous passons à côté d'un point essentiel. Il nous faut vaincre les puissants, les élites, avec lucidité, et non par des actes de violence aléatoires qui ne font que se retourner contre nous. Nous avons vu cela à maintes reprises tout au long de l'histoire des États-Unis. Nous devons nous demander où cela nous mène-t-il réellement. Les États-Unis indiquent la voie de l'effondrement. Le pays entre dans une période de troubles civils et de guerre idéologique. La violence politique va probablement s'intensifier et les élites s'en serviront pour consolider leur pouvoir. L'élection de 2024, comme celle de 2016, a déjà pris un élan dangereux. Nous l'avons constaté avec la censure et l'instabilité économique qui ont été imposées non seulement au peuple des États-Unis, mais aussi au reste du monde. Nous avons vu, par exemple, qu'Israël, que Charlie Kirk a soutenu à 150%, soyons honnêtes, n'est jamais vraiment mentionné par lui comme l'un des plus violents en matière d'assassinat politique et aussi de censure. Israël censure régulièrement ses actions, cible des journalistes et mène tentative d'assassinat sur tentative d'assassinat, que ce soit au Yémen, au Liban, et maintenant, comme nous l'avons vu au Qatar, en s'en prenant aux négociateurs du Hamas. Et nous avons vu cela en juin avec l'Iran, lors de la tentative d'assassinat non seulement du guide suprême de l'Iran, mais aussi du président, ce qui a été confirmé, le président Raisi. Ainsi, on ne prend pas en compte les raisons pour lesquelles ce qui est arrivé à Charlie Kirk est en réalité une tragédie. Ce n'est pas un cas isolé. Avec des personnalités aussi puissantes et influentes que quelqu'un soutenu par l'establishment, comme Kirk, nous devons aller au-delà des personnalités et de nos sentiments à l'égard de la personne. C'est vraiment un signe de la direction que prennent les États-Unis. Et si nous ne luttons pas pour un meilleur système, les choses ne feront qu'empirer. Nous devons nous opposer à la violence à la racine, là où elle prend naissance, l'ordre social qui engendre des conditions de répression politique. Nous devons renouveler notre attention envers les plus opprimés autour de nous et redoubler d'efforts pour mettre fin au bellicisme américain et à la répression d'État contre les plus vulnérables et exploités. Nous devons construire une véritable solidarité, rejeter le duopole des deux partis qui nous maintient enchaînés et qui conduit désormais à des situations, des disputes et des débats violents entre élites et nous unir contre un empire en déclin. Que ce soit Kirk, Trump ou n'importe qui d'autre, la violence politique ne nous sauvera certainement pas. Seulement la vérité, l'organisation et la résistance à l'empire. J'ai vu des politiciens américains de premier plan, de Barack Obama à Alexandria Ocasio-Cortez, affirmer que la violence politique n'a pas sa place aux États-Unis ou dans notre pays. Et je suis ici pour vous dire à tous que cela est absolument faux. Les États-Unis ont une longue histoire de violence politique, de John F. Kennedy à Martin Luther King, en passant par Malcolm X, ainsi que de nombreux autres leaders, connus ou moins connus, de mouvements
ou d'idées qui n'étaient pas populaires auprès de l'establishment politique. Les États-Unis ont des prisonniers politiques. Nous devons comprendre cela. C'est la vérité. Regardez ce qui est arrivé à Julian Assange. Il a été persécuté. Il a été torturé pendant des années en raison de son engagement envers la vérité et le journalisme. Et soyons très clairs, même si je suis en désaccord avec beaucoup, voire la totalité, de ce que fait Donald Trump sur le plan politique, il a lui aussi été persécuté politiquement par les élites. Ce que j'appelle la violence des élites contre les élites. Ainsi, la persécution politique, la violence politique, sont des phénomènes qui imprègnent la société américaine. Et nous devons considérer la violence politique comme un phénomène bien plus vaste que ce que les États-Unis font simplement à l'intérieur de leurs propres frontières. Les États-Unis commettent des violences politiques partout dans le monde. Regardez ce qui se passe actuellement au Népal. Nous voyons des snipers américains patrouiller sur les toits pendant ces troubles politiques, avec la principale organisation financée par Coca-Cola, comme l'a souligné Brian Belichick, un ami de l'émission. Nous savons que les révolutions de couleur sont une autre forme de ce type de violence politique. Et ce n'est qu'effleurer la surface. La politique étrangère des États-Unis est fondée sur la violence politique. Les États-Unis renversent brutalement des gouvernements. Ils l'ont fait dans plus de 50 pays depuis la Seconde Guerre mondiale, et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Alors que les États-Unis déplacent désormais leurs priorités vers le Venezuela, où il est assez évident que Donald Trump cherche à renverser la direction de Nicolás Maduro. Nous venons d'assister à une attaque d'Israël équipée de chasseurs américains contre le Yémen, qui a tué ce qu'on disait être une grande partie de la soi-disant direction Houthi, mais qui s'est en réalité avérée être la direction politique civile, sans vraiment dissuader quoi que ce soit. Mais si l'on regarde le nombre de morts, si l'on considère le niveau de violence que les États-Unis ont exercé depuis la soi-disant opération déluge d'Al-Aqsa, depuis les événements d'octobre 2023, il est absolument stupéfiant que l'on puisse croire que la violence politique n'a pas sa place aux États-Unis. En réalité, la violence politique siège, repose et agit à Washington, au Pentagone, dans les chambres du Congrès. C'est là que la violence politique réside véritablement. Et c'est cette violence politique qui affecte l'ensemble de la société. Nous devons comprendre que lorsque des personnes puissantes commettent des actes tels que bombarder d'autres pays, tuer des femmes et des enfants, et déstabiliser ou détruire des mouvements politiques et des modèles de développement qui ne leur plaisent pas, elles envoient un message non seulement au reste du monde pour qu'il ait peur d'elles, mais aussi à leur propre population. C'est pourquoi il y a tant de crainte envers le gouvernement américain, tant de méfiance, car aucune de ces guerres ne sert réellement les intérêts des populations qu'ils prétendent représenter dans les couloirs du pouvoir à Washington. En réalité, lorsque nous observons la violence politique dans le monde, nous devons comprendre que c'est l'Empire américain et non le peuple. Le peuple n'a aucun pouvoir de décision sur ce qui se passe, ni sur les guerres qui sont menées. Ils ne peuvent que résister et rejeter cela par la suite. Et c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc l'assassinat de Charlie Kirk, maintenant, on pourrait dire qu'il est exagéré d'affirmer que c'est un sous-produit de ce que l'establishment, les néoconservateurs, les élites de la politique étrangère font partout dans le monde. Mais je rejette cela catégoriquement. Pour comprendre comment une telle opération a pu se produire, il faut comprendre que, peu importe qui en est l'auteur, nous finirons par le découvrir nous-mêmes, ou peut-être pas. Mais au bout du compte, quand on regarde les circonstances très étranges et mystérieuses qui entourent cet événement, et quand on considère ce qu'est le système des États-Unis et comment il a trahi tant de personnes,
comment il a détruit les fondements de ce qu'il est censé représenter. Ce que, selon moi, il n'a jamais vraiment représenté pleinement dès le départ. Mais nous avons évidemment constaté un déclin marqué de tout ce que cela servait, de tout ce que cela pouvait offrir à quiconque. Aujourd'hui, nous voyons que seule une infime minorité de personnes bénéficient d'un agenda de guerre sans fin, d'hégémonie, de pillage croissant, d'inégalité, de vol économique et d'exploitation, et bien sûr désormais de la répression et de la violence nécessaires pour maintenir tout cela. Ce n'est donc pas un cas isolé. Il s'agit de violence politique à l'état pur. Il s'agit de ce que cela signifie pour les États-Unis d'être dans une situation où tout est en train de s'effondrer. L'effondrement est en fait déjà là. Et il nous revient non seulement d'être vigilants à ce sujet, mais aussi de veiller à ce que nous dirigions notre rage, notre colère, nos sentiments, nos émotions, même nos célébrations. Ou si nous sommes heureux, je vois tant de personnes très tristes, en deuil, ou heureuses, et célébrant cela. Mais pour moi, tout cela n'est pas du tout la question. La question, c'est que nous devons examiner les causes profondes de tout cela. Nous devons chercher la vérité. Nous devons poser des questions. Nous sommes le 11 septembre. Et depuis le 11 septembre, la capacité à poser des questions a diminué aux États-Unis. L'espace s'est réduit. Les médias d'entreprise se sont consolidés. La censure s'est aggravée. Les élites sont de moins en moins nombreuses et elles se sont accaparées de plus en plus de richesses. Et elles ont fait en sorte que remettre en question la politique étrangère des États-Unis soit dangereux. Cela pourrait ruiner votre carrière de journaliste. Cela pourrait mener à l'emprisonnement. Cela pourrait vous amener à être qualifié d'agent d'un gouvernement étranger, ce qui arrive tout le temps. Cela pourrait entraîner votre expulsion, comme c'est le cas pour de nombreux scientifiques chinois. Cela pourrait entraîner la perte de votre passeport. C'est ce qui est arrivé à Scott Ritter, un ami de l'émission. Cela pourrait mener à tant de situations négatives, et c'est cet effet dissuasif qui conduit à l'amplification des récits les moins utiles, des divisions les moins utiles, des conflits les moins utiles. Ainsi, nous nous retrouvons à nous battre sur des différences partisanes, à débattre de questions qui pourraient en réalité être très importantes. Les désaccords des gens avec Charlie Kirk, c'est 100% important. Beaucoup d'entre eux, un grand nombre, sont importants pour énormément de personnes. Et je ne vais absolument pas dénigrer cela. Mais si on regarde la situation à travers le prisme de Charlie Kirk, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on passe à côté de l'essentiel de ce que ce genre d'événement provoque réellement dans l'environnement politique américain. Cela ne fera qu'engendrer davantage d'instabilité. Cela va entraîner une rhétorique plus violente de la part de la frange de l'élite qui y trouve son intérêt. Cela va également creuser un fossé de plus en plus profond, surtout parmi les travailleurs qui sont submergés par la propagande, qu'elle vienne de Charlie Kirk ou des soi-disant élites libérales. Ils nous inondent tous de propagande pour nous pousser à sanctionner leur guerre, pour nous inciter à nous battre sur des questions qui ont soit peu d'importance matérielle pour nous, soit qui ne méritent même pas d'être des sujets de conflit. Car peut-être devrions-nous simplement laisser les gens vivre comme ils l'entendent et commencer à nous concentrer sur des programmes politiques qui servent l'ensemble de la population et qui permettent de sortir le plus grand nombre possible de personnes de la souffrance et de la misère qui caractérisent une grande partie de la vie économique et politique aux États-Unis. Voilà la vérité. C'est pour cela que l'exceptionnalisme américain est si puissant. Parce que ce que fait l'exceptionnalisme américain, c'est de restreindre le débat, de limiter la conversation à des formes de protestation jugées acceptables. Et ces formes de protestation acceptables deviennent aujourd'hui de plus en plus violentes et instables elles-mêmes, car une véritable marmite politique est en train de bouillir.
because there is a cauldron building politically, and that cauldron has to be called out. Et ce chaudron doit être dénoncé. Il doit être rejeté. Et nous devons faire la chose la plus importante en ce moment pour l'humanité, à savoir lutter pour une paix véritable et stopper cet empire. Cette émission y est consacrée. Cette émission est dédiée à l'analyse des actions de l'empire, car vous ne les trouverez pas dans les médias traditionnels. Et en réalité, une grande partie des médias alternatifs n'y consacrent pas non plus d'attention détaillée. Nous devons connaître toutes les subtilités de la manière dont les États-Unis déstabilisent l'Ukraine afin de mener une guerre contre la Russie. Une guerre qui se situe déjà clairement dans le domaine de la Troisième Guerre mondiale. Il en va de même pour ce que les États-Unis font à la Chine, à l'Iran, au monde multipolaire. Pourquoi les États-Unis résistent avec autant de force à l'effondrement de leur statut hégémonique? Et pourquoi cela en dit long sur ce que sont aussi les États-Unis à l'intérieur de leurs propres frontières? Nous avons beaucoup de questions auxquelles il faut répondre. Nous avons beaucoup de guérisons à accomplir. Mais pour y parvenir, nous allons devoir aborder des événements comme ce qui est arrivé à Charlie Kirk, son assassinat politique à la racine. Et je voudrais aussi dire un mot sur Israël maintenant, car beaucoup de gens vont débattre du rôle d'Israël dans l'assassinat de Charlie Kirk, ainsi que du fait que les opinions de Charlie Kirk sur Israël étaient en quelque sorte l'élément déclencheur de la violence qui lui a été infligée. Et je dois simplement dire ceci, c'est précisément le but. C'est exactement comme cela que Benjamin Netanyahou et les Israéliens veulent que les États-Unis soient. Ils veulent qu'ils soient divisés. Ils veulent qu'on débatte d'Israël, au point que les actions d'Israël à Gaza, ce qu'Israël fait à l'Iran, ce qu'il veut faire dans la région. Ils souhaitent que les États-Unis, en particulier le peuple, ne se concentrent pas sur ce que les États-Unis font avec Israël pour causer autant de douleur et de souffrance, mais qu'ils reportent plutôt toute leur animosité sur un individu qui reflète en réalité ce que beaucoup appellent le mouvement MAGA, si l'on peut l'appeler ainsi, ou l'aile MAGA du Parti républicain et du GOP. Et ce que de nombreuses personnes dans l'establishment politique dans son ensemble considèrent Israël comme un partenaire, un ami, et quelque chose à défendre jusqu'au bout. Et pour ceux qui pensent qu'Israël pourrait être responsable de cela, menez votre enquête. Cherchez ce qui pourrait être la vérité à ce sujet. Mais au final, nous avons clairement besoin de plus de preuves et d'éléments avant de pouvoir tirer une telle conclusion. Mais il ne serait pas impossible, pour ainsi dire, que le fait que Charlie Kirk s'interroge sur le dossier Epstein en tant que personnalité très en vue le place sous la loupe et fasse de lui quelqu'un qu'il faudrait faire taire. Donc, je n'écarte pas du tout cette possibilité. Cependant, nous devons examiner ce que ce type de violence politique provoque réellement aux États-Unis, comment cela va influencer les politiques concrètes et comment cela va nous affecter. L'élite dirigeante, l'élite de la politique étrangère américaine, les néoconservateurs, l'establishment dans son ensemble, ils vont toujours utiliser cela à leur propre fin. Plus de répression, la suppression de davantage de liberté et la promotion de nouvelles guerres. Et ces guerres se retournent contre nous.